Bonjour à tous, je fais cette vidéo pour répondre à des questions que je me suis posées avant d'acheter une Tesla Model 3 et auxquelles je n'ai trouvé aucune réponse sur le net, sur YouTube. Alors, les vidéos sur les Tesla, il y en a plein, il y a des groupes de Tesla fans, Tesla boys, ça manque pas, des gens qui se font prêter des Tesla par Tesla pour aller faire un tour et puis faire une belle vidéo, des vidéos très léchées, tout ça, oui ça regorge. Par contre, vraiment ce que c'est une Tesla au quotidien avec une famille, deux enfants, non, ça j'ai pas vraiment trouvé et je pense que c'est plutôt ça qui est utile avant de choisir ce mode de transport qui est quand même très différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir, une voiture électrique. Donc voilà, ça c'est l'écran de votre Tesla avec qui s'affiche quand vous êtes en train de recharger. Et je vais commencer par ça, je ferai d'autres vidéos sur d'autres sujets, mais je me suis dit que la question de la recharge, l'autonomie, combien on peut rouler de façon réaliste avec une voiture un peu chargée pour quand il fait pas 20 degrés, qu'il y a un grand soleil, pas de vent, enfin la façon dont la voiture a été testée. Alors, gros spoiler, les 448 km d'autonomie, vous ne les aurez pas, hein. Ça il faut oublier, ça n'existe pas, sauf alors si vous faites que de la ville, vous êtes taxi parisien, vous roulez avec une plume sous le pied peut-être, mais sinon ça n'existe pas. Donc voilà, votre voiture, elle a une batterie qui fait une certaine quantité. La première chose à savoir, c'est quand vous allez recharger cette batterie, vous n'allez pas la charger de façon continue avec un débit d'électricité continu. Ce qui se passe, c'est que quand vous commencez à charger une batterie qui est vide ou presque vide, le débit est très élevé. C'est comme si vous avez une bouteille d'eau à remplir, la bouteille est vide, vous ouvrez le robinet, vous pouvez le même ouvrir à fond, parce qu'il n'y a pas de risque que ça déborde en gros. Donc au début, pour arriver jusqu'au premier tiers, on va dire, de remplissage, pour faire simple, il y a un gros débit, ça remplit bien. Et ça, c'est les débits que vous voyez affichés sur les stations, hein. C'est en kilowattheure, ça se mesure. Vous allez voir 150 kWh, 200 kWh. Vous dites, la voiture prend 250 kWh, waouh, ça va. Alors quelqu'un fait un petit calcul, ma batterie fait 50 kWh, on charge à 250 kWh par heure. Ah, donc ça veut dire que je peux charger ma batterie en 12 minutes. Eh bien non, parce que les 250 kWh, vous ne les aurez généralement pas, ou alors pendant quelques minutes au tout début, si votre batterie est vide, et très vite ça va baisser. Ça va baisser très fort. Et ça veut dire que pour charger une batterie de 0 à 100, en fait, il faut au plus une heure et demie, je ne sais pas, je n'ai pas testé, mais il faut un temps beaucoup plus long que ce qu'on pourrait penser en regardant juste les chiffres. Donc dans la vie quotidienne, quand vous arrivez à un chargeur Tesla, un superchargeur comme ils appellent ça, vous vous branchez. Moi j'ai jamais eu plus que 120 et ça c'était quand même ma batterie était à 15% et c'était le milieu de la nuit, il y avait personne d'autre, donc on peut pas dire que quelqu'un d'autre me pompait ou avec qui je devais partager la capacité. Non, j'ai eu 120 ou 125. Et donc ça c'est plutôt ce que vous avez de façon réaliste. Donc, et puis très vite ça a baissé au point que là où ma batterie là est à 160 km parce que par défaut ça s'affiche non pas en pourcentage mais en kilomètres, mais on peut changer ça. Donc elle me dit 160 km, quand elle va arriver à 100%, elle ne sera pas au 448 affiché. Je ne sais pas pourquoi, mais même lorsque j'ai reçu la voiture, elle déjà à ce moment-là ne m'affichait pas 448 km quand elle était totalement chargée. Donc première chose, la batterie ça met beaucoup plus de temps à charger qu'on ne le pense en regardant les chiffres. Et c'est comme si vous faisiez un plein. Quand vous arrivez à la station, votre réservoir est vide, vous mettez le pistolet dans votre réservoir, vous poussez. Au début, vous avez le débit auquel vous êtes habitué, et puis plus ça avance, plus vous vous rapprochez, vous passez la barre des 50% de rempli, pouf, ça divise par deux le débit. Vous arrivez à 75%, ça a divisé encore par deux, et vous arrivez à 90% de rempli, et là, ça a divisé par 10. Vraiment, vous dites, et j'arrive au deuxième point, vous dites, bon, j'arrête, ça vaut plus la peine, je vais pas attendre 10 minutes en plus pour gagner 10%. Et bien ça, c'est la même chose ici. Vous voyez la petite ligne là, ça veut dire, c'est ce qu'ils appellent la limite. Donc, en fait, votre batterie, elle fait autant, mais ce que Tesla vous dit, c'est que en fait, vous n'allez pratiquement jamais aller charger plus que ça. Ça, c'est 90%. Vous pouvez le changer ici. Donc, c'est ce qu'ils appellent ça quotidien. Vous voyez, ça va, vous pouvez le régler entre 50 et 90. Bon, j'ai mis sur le maximum, évidemment. Pourquoi? Deux raisons. Premièrement, parce que je vous dis, pour arriver à aller des 90 au 100%, il faut des plombes. Ça prend énormément de temps et donc dans le quotidien quand vous êtes à un chargeur vous n'avez pas envie d'attendre tout ce temps là et vous n'allez donc pas, c'est pas rentable, c'est pas efficace. Donc ces 10% vous allez seulement aller les chercher lorsque la voiture est dans votre garage comme c'est le cas ici, que le lendemain vous avez un gros trajet de plusieurs centaines de kilomètres
Et là, vous allez aller au max, et donc ça ne vous dérange pas, la voiture est chargée toute la nuit, et va aller pouvoir aller charger les 10% restants. La deuxième raison, c'est que apparemment, pas apparemment, c'est ce que je pense que c'est avéré, si vous chargez tout le temps votre batterie à 100%, vous diminuez sa durée de vie, ou dit autrement, sa capacité maximale va diminuer au fil du temps. La fameuse effet mémoire, ou je sais pas comment on l'appelle maintenant. Et donc pour éviter ça, il faut éviter d'aller trop souvent taper les 100%. Donc voilà, deuxième chose importante, votre batterie, vous allez rarement l'utiliser à 100%. Donc en fait, vous allez naviguer tout le temps entre 20 et 80. Aller en dessous de 20, c'est stressant, vous vous rapprochez de la batterie vide. Au-dessus de 80 ou peut-être 90, vous n'allez pas y aller parce que ça prend trop de temps et c'est déconseillé. Donc votre capacité réaliste, elle est dans ces zones-là. Et donc c'est ennuyant quand vous avez une voiture qui a déjà une capacité qui est une autonomie nettement inférieure à une voiture à moteur à combustion et qu'en plus vous ne pouvez pas utiliser 100%. C'est comme si vous achetez une voiture avec un réservoir de 50 litres, mais en fait quand vous l'achetez, le constructeur vous dit surtout ne remplissez jamais au-delà de 45 litres parce que sinon après la voiture dans 2 ans le réservoir sera plus petit. C'est la logique d'une voiture électrique, il faut le savoir. Sur les superchargeurs, donc parlons-en, et la charge en général. Aujourd'hui, moi j'ai fait un aller-retour de 1100 km entre Paris et Annecy, 550 allées et 550 retours. Donc cette voiture, c'est le modèle standard Range Plus, donc le moins cher des Tesla, 37 000 euros TTC après déduction des primes, de l'État. Avec cette voiture, on est mi-mars. Il fait une température on va dire entre 3 et 7 degrés. Vous n'allez pas faire sur autoroute en respectant les limitations, donc 110 ou 130 en fonction des tronçons. Vous n'allez pas faire, si vous suivez la voiture, plus de 250 à peut-être 280 km. Donc ça c'est en partant de 100% jusqu'au moment où il faut la charger, d'accord? Ça c'est vraiment le scénario idéal. C'est quand vous partez de chez vous, elle est à 100%. Après ça, lorsque vous la chargez, vous n'allez charger pas plus de 80% ou peut-être 90%. Donc après ça, vous n'allez pas faire plus de 200 km avant de devoir la recharger. Donc votre autonomie réelle sur cette voiture, quand vous n'êtes pas un testeur YouTube qui va faire le test où il n'y a pas une famille de bébés derrière, il ne veut pas se retrouver en rade en pleine campagne parce qu'il a voulu impressionner ses amis. L'autonomie réelle, c'est 200 km, je dirais. Ça, c'est réaliste. Ça veut dire que vous pouvez rouler 1h30, 1h15 avant d'aller au chargeur suivant. Il y en a à qui ça ira très bien. Moi, personnellement, avec des enfants, des bébés qui ont tendance à se réveiller quand vous vous arrêtez, c'est pas suffisant. Ça remplace. Non, pour moi, c'est pas une voiture pour faire des longs trajets en famille. 550 km, on s'est arrêté 3 fois. À l'aller, 3 fois au retour. Ça, c'est en suivant les instructions de la voiture. Parlons des arrêts. Donc, les arrêts, on a donc suivi les instructions de la voiture. On s'est arrêté à des superchargeurs Tesla. Entre Paris et Annecy, je pense qu'il y en a 3. Donc, on s'est arrêté aux 3. On est parti en fin de journée. On est arrivé au premier superchargeur. Ils sont en général situés soit près d'hôtels, soit près de zones commerciales. Je baisse un peu le chauffage ici parce que je commence un peu à chauffer. Donc, on s'est près d'hôtels. Donc, on est arrivé au premier. Il faisait noir. On arrive devant une grille fermée avec derrière l'hôtel. Et là, comme des cons, il n'y a personne. On se dit merde. L'hôtel est fermé. Ils ont fermé l'accès au superchargeur. Qu'est-ce qu'on fait? Sachant qu'en général, quand vous arrivez au superchargeur, il vous reste 20% d'autonomie. Donc, vous n'avez pas non plus, vous n'êtes pas très rassuré. En plus, c'est votre première voiture électrique, vous n'avez pas trop l'habitude de ce genre de situation. Heureusement, il y a un type dans une autre Tesla qui, après, donc on a attendu quand même 10 minutes, j'ai fait le tour à pied. Mais bon, à un moment, après 10 minutes, quelqu'un en Tesla était venu charger et sorti. On n'avait pas vu, on voyait pas les chargeurs d'où on était. Et donc, en sortant, a ouvert la grille. Et c'est comme ça qu'on a pu rentrer. Je lui ai demandé, en passant, comment il était rentré. Il nous a dit qu'il fallait cliquer sur la carte que je vous montre, la carte ici. Il fallait cliquer sur la carte, sur le superchargeur, et là, vous aviez écrit le code à taper pour ouvrir la grille. Voilà, il fallait savoir, c'est écrit nulle part, on nous l'a pas dit, personne ne vous dit ça quand vous achetez une Tesla, mais je vous le dis,
Si vous arrivez à un superchargeur qui est une grille fermée, ce qui était le cas là, mais c'était le cas aussi dans un autre hôtel plus tard, mais là il y avait un bouton pour la réception, vous cliquez là et sur le superchargeur et vous aurez vous pourrez rentrer avec le code affiché. 200 km, vous arrivez là, les superchargeurs ne sont pas au bord des autoroutes. Ils sont à moins de 10 minutes en voiture de l'autoroute, mais ils ne sont pas sur une aire d'autoroute. D'accord? Donc ça veut dire que vous arrivez à un superchargeur aujourd'hui en période de Covid, comme c'est le cas depuis un peu plus d'un an. Vous arrivez donc devant une grille qui est fermée, vous tapez votre code, la grille s'ouvre, l'hôtel est fermé, il n'y a personne. Donc ça veut dire pas d'accès à un restaurant, un café, des toilettes, rien. Vous arrivez devant le superchargeur, que c'est très joli, hein, c'est éclairé, Tesla écrit en rouge, vous pouvez pas les rater. Vous vous garez, vous ouvrez votre prise, vous sortez de la voiture, vous branchez la prise qui est sur le superchargeur dans la voiture, elle commence à charger, elle vous dit combien de temps il reste. Vous voyez ici, elle me dit il reste 10h20. Et puis, voilà, après ça, vous vous attendez tranquillement qu'elle ait fini de charger. Alors, là aussi, une vision un peu plus réaliste de la charge. Il faisait 5 degrés. C'est en général le cas en hiver. Hein, il fait rarement 20 degrés comme c'est le cas quand les gens testent les voitures. En tout cas, ce que j'ai vu. Et donc, quand il fait 5 degrés, vous restez dans votre voiture, vous allez la chauffer. D'accord? Sinon, si vous restez plus de 20 minutes, il va très vite faire froid. Et donc si vous la chauffez, je pense que ça diminue l'efficacité de la charge. Enfin, je suis pas là pour faire des hypothèses sans savoir, mais bon, en tout cas, le fait est que la voiture, quand vous arrivez au superchargeur qui vous dit vous allez, il va vous rester 20 minutes. Non, en fait, il vous reste 20 minutes pendant 10 minutes. Donc quand il vous dit 20 minutes, c'est une demi-heure. Donc à l'aller comme au retour, en tout on s'est arrêté environ entre 80 et 90 minutes de charge, hein, purement de charge, à quoi il faut ajouter chaque fois l'aller-retour de l'autoroute jusqu'au superchargeur. Et donc ça a rajouté un trajet qui mettrait 5h30 d'une traite, avec peut-être une petite pause café à mi-chemin, ici met entre 7h et 7h30. Voilà, ça c'est la réalité avec cette voiture aujourd'hui. Si vous voyagez, faites 550 km avec, vous n'allez pas mettre 5h30, vous allez mettre 7h, 7h30. C'est à vous de voir. Pour moi, c'est une des raisons qui m'amène à dire que aujourd'hui, cette voiture précisément, c'est pas une voiture familiale. Voilà. Ou alors des grands enfants qui ont leur tablette et ça ne dérange pas de passer 2 heures de plus dans la voiture. Mais sinon, si vous avez des bébés qui déjà n'aiment pas forcément la voiture, vous allez devoir vous arrêter 3 fois dans un endroit où il n'y a rien. Il n'y a pas un toboggan, il n'y a pas une aire de jeu, c'est pas prévu pour. C'est pas très adapté. Voilà, ou alors faut juste accepter de faire le compromis. Un autre point sur lequel il est compliqué d'avoir des informations avant d'acquérir une voiture électrique, et là ça concerne toutes les voitures électriques et pas seulement les Tesla, c'est si vous n'avez pas de Tesla et que vous désirez, donc vous devez recharger sur une borne autre qu'un superchargeur, ou si vous avez une Tesla et que vous n'avez pas forcément envie de chaque fois sortir de l'autoroute, rouler 5 minutes et vous retrouver au milieu de nulle part pour charger, et que vous dites de temps en temps ce serait sympa de s'arrêter sur une aire d'autoroute où il y a une aire de jeu, où je peux aller acheter un café, où il y a des toilettes, et avoir peut-être même à pouvoir acheter quelque chose à manger. Dans ce cas-là, donc vous allez utiliser les aires d'autoroute standards, dont certaines sont équipées maintenant de bornes de recharge, sauf que la Tesla ne vous proposera pas les bornes de recharge. Hein. Je vous montre, regardez, faisons une navigation. Donc allons en haut du Semnoz, le long du lac d'Am6, d'où la vue est magnifique. Donc vous voyez, là, la voiture, elle me propose donc trois arrêts. Un premier au superchargeur de Marne-la-Vallée. Un deuxième à Auxerre, un troisième à Mâcon. Donc ça, ce sont 3 superchargeurs. Elle ne me proposera pas de chargeurs autres que les chargeurs Tesla. Vous ne pouvez pas, en utilisant l'interface Tesla, accéder à autre chose. Or, des superchargeurs, il n'y en a pas partout. On peut voir sur la carte, hein, vous voyez, les superchargeurs, ils sont en rouge là. Certes, il y en a de plus en plus.
Ma carte n'est pas alignée nord. Voilà, là elle est alignée nord, c'est plus facile pour vous y retrouver. On va aller voir la carte de France. Voilà, vous voyez, il y en a. Là, comme ça, on dirait qu'il y en a beaucoup, mais enfin, entre chaque superchargeur, il y a potentiellement 50 à 100 km. Il n'y en a pas forcément sur. Si vous allez faire un trajet comme le trajet Annecy qui se trouve ici et Paris, ben vous en avez un là, un là, un là. Et éventuellement un là. Il y en a 4. C'est tout. Donc entre ces deux-là, par exemple, potentiellement, enfin je pense même pas potentiellement, à mon avis, il y a au moins 150 km. Oui, je pense 150 km. Donc il est possible que vous vouliez vous arrêter ailleurs, mais vous ne pouvez pas le faire en utilisant cette interface. Donc pour ça, il va falloir utiliser un téléphone avec une autre application qui s'appelle A Better Route Planner, comme en anglais, A Better Route Planner. Et donc il va vous permettre de, sur cette application que vous voyez ici, de dire ce que vous avez comme voiture. Donc là, vous voyez en haut, je sélectionne mon modèle de voiture. De rentrer une série de paramètres, déjà dans un monde un peu de geek. Là, on sort du côté pratique Tesla. Il va falloir rentrer votre charge au départ. C'est le fameux SOC que vous voyez là. La conso de référence, qui va être affichée par défaut. Est-ce que vous êtes combien dans la voiture? Moi, j'ai mis 140 kg pour les trajets qu'on a fait. Et donc, en pressant sur ce bouton, il va donc vous proposer. Et là, j'ai pas fait un vrai itinéraire, donc je fais ma position jusqu'à Annecy. Voilà. Et là, donc, si je fais calculer, il va me calculer un itinéraire qui va, ici, je l'ai configuré pour qu'il ne s'arrête pas au superchargeur de Tesla. Donc, il va utiliser les bornes qui existent principalement le long sur les stations d'autoroute. Donc on en voit qu'il me propose ici 3 arrêts, 3 recharges. Je ne sais plus combien j'avais mis d'autonomie au début, mais en général, sur ce trajet-là, de toute façon, c'est 3 arrêts. Et vous voyez, par exemple, celui du milieu, ici, on va le faire comme ça, on va afficher, voilà. Bon, le premier arrêt, c'est un chargeur Ionity, donc c'est un réseau de recharge qu'on trouve maintenant dans plusieurs pays européens, qui propose des recharges rapides assez similaires au Tesla, au superchargeur de Tesla. Je ne l'ai pas testé, Ionity. Par contre, qui coûte hyper cher par rapport au superchargeur. On est environ, je pense, au double du prix du superchargeur de Tesla. Et c'est un point le prix de ces chargeurs que je voulais mentionner. Et vous voyez que là aussi, Ionity, on a pour passer de 11 à 76%, donc ajouter 65% de recharge, qui correspondra à environ, règle de 3 rapide, 250 km, ça nous coûte 17 euros. Ça reste moins cher au kilomètre qu'une voiture à moteur thermique, d'essence ou diesel, moderne, mais on est loin des je fais le plein pour 5 fois moins cher qu'avec ma voiture à moteur thermique. Loin de là. Donc voilà, l'avantage c'est que ces chargeurs sont sur des aires d'autoroute. Si vous regardez, par exemple celui-là, pas de bol, celui-là n'est pas sur une aire d'autoroute, bien joué. Ok, je tente ma chance ici. Voilà, là il est sur une aire d'autoroute, l'aire de Mâcon, Saint-Alban. Donc c'est une aire avec une station-service, il y a un Starbucks en face, il y a un McDo de ce côté-là, surtout n'y allez pas. Il y a tout ce qu'il faut. Et il vous montre un petit graphique aussi très joli voilà, très, très geek. Alors ici, quand vous utilisez cette approche, qui est l'approche des gens qui n'ont pas de Tesla et qui roulent en voiture électrique, qui n'ont pas accès au réseau de superchargeurs, vous êtes du coup un peu tributaire de la disponibilité, de l'efficacité, du fonctionnement des chargeurs sur ces aires d'autoroute. L'avantage de Tesla, c'est que leur réseau de superchargeurs est bien entretenu et à ce que j'ai lu, il fonctionne. Là, vous n'êtes pas sûr que ça fonctionne. Nous, on a testé ça au retour parce qu'on voulait à un moment s'arrêter. Enfin, on voulait s'arrêter pour acheter un café et utiliser les toilettes. Donc, on s'est dit, autant en profiter pour charger un petit peu. On est là, il y a un chargeur, voilà, on va le faire.
Donc on arrive sur une aire qui était affichée via cette application, où on se serait arrêté si on avait utilisé l'application. C'était une station-service Total, qui avait 2 bornes de recharge, une qui charge à 175 kWh maximum, hein, référence à ce que j'ai dit tout à l'heure, sauf qu'elle était hors service. Donc la deuxième était une borne qui chargeait à maximum 50 kWh, et donc on s'est chargé sur cette borne-là, et on était à, je pense, 60% d'autonomie restante, hein, affichée là. Donc la batterie était loin d'être vide. Et là, sur cette borne à 50 kWh maximum, on n'a pas du tout eu 50, on n'a pas eu 40, on a eu 30, on a eu 22. Donc la voiture a chargé à 22 kWh. Sachant que cette borne facturait non pas au kilowattheure, comme ce serait la logique. Hein, quand vous faites le plein, vous payez au litre d'essence. Non, là, elle facturait à la minute de recharge. C'est comme si vous faisiez le plein et qu'on vous faisait payer à la minute durant laquelle le pistolet est dans votre réservoir. Du coup, ce que vous feriez si c'était le cas, vous vous dépêcheriez de remplir le plein pour éviter de trop payer. Sauf que sur une voiture électrique, vous ne choisissez pas la vitesse à laquelle elle recharge. Je disais, c'est déterminé par différents facteurs, la capacité du chargeur et l'autonomie restante de la batterie, plus d'autres choses, la température, est-ce que vous avez le chauffage allumé, enfin plusieurs facteurs que vous ne maîtrisez pas, enfin ou en tout cas que tout le monde ne connaît pas, qui sont pas intuitifs pour tout le monde. Donc là, on avait nos filles dans la voiture, donc on n'a pas éteint le chauffage, donc peut-être que c'était pour ça, hein, on a chargé que à 22 kWh, sauf qu'à 22 kWh sur une borne qui vous paye 40 cents la minute, j'ai fait le calcul rapidement hier, ça revenait aussi cher grosso modo que si on roulait à l'essence. Donc ça c'est sur une station Total. C'est peut-être d'ailleurs Total a peut-être fait exprès, ils n'ont peut-être pas envie que vous switchiez tous sur la voiture électrique tout de suite. Mon Dieu, le business model de Total en prendrait du plomb dans l'aile. Donc évitez ce genre de stations-service qui vous font payer à la minute. Voilà, c'est mon conseil. Ionity, dont je parlais, qui a priori de ce que j'ai entendu, mais je ne l'ai pas testé, semble être le réseau aujourd'hui, autre que Supercharger, le plus fiable, le plus rapide, et celui où se chargent les gens qui ont des grosses berlines allemandes toutes électriques qui commencent à arriver sur le marché, a l'air de bien fonctionner, est cher, mais reste quand même moins cher qu'un véhicule moteur thermique où vous faites le plein. Et puis si vous roulez un 4x4 qui fait 2,5 tonnes électrique, que vous avez payé 100 000 euros, mon Dieu, est-ce que vraiment vous allez pinailler parce que vous faites votre plein, que ça vous coûte 14 euros pour remplir votre batterie au lieu de 11? Je pense pas. Donc je pense que Ionity a déjà très bien compris, c'est pour ça que ils doivent investir beaucoup pour développer leur réseau, et donc ceux qui utilisent aujourd'hui leur réseau, ils paient peut-être un peu cher, mais c'est pour la bonne cause. Sinon, que dire de plus? Sinon, voilà, vous voyez ici, ah oui, une information aussi je pense très utile, et où là aussi j'avais impossible d'avoir une info. Je pense que tous les gens qui font des vidéos YouTube, quand ils achètent une Tesla, ils installent une borne chez eux. Donc, moi j'ai la chance de vivre dans une maison, et donc je me suis posé la question, est-ce que je dois investir dans une borne? Alors installer une borne, le prix de la borne, le prix de l'installation, il faut compter au moins 1000 euros, peut-être qu'il y a des aides, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va vous coûter facilement au moins 500 euros minimum. Sachant que le prix d'une borne, déjà, c'est 500 euros, le matériel. J'avais pas forcément envie de faire ça, sachant que ma voiture a une batterie, somme toute, qui est une des plus petites batteries de voiture électrique aujourd'hui, que j'ai pas l'intention de faire 500 km tous les jours. Je ne l'utilise pas pour aller travailler, ou même si j'allais travailler avec, ce serait maximum 60 km aller-retour. Donc, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une charge pseudo rapide, sachant qu'une borne, ça ne va pas non plus vous faire charger à une vitesse de superchargeur? J'ai essayé de me renseigner, j'ai fait beaucoup de recherches. Ma question c'était, si je la branche sur la prise chez moi, la bête prise de courant que j'ai dans mon garage, est-ce que ça marche ou pas? Même si j'ai le temps, je suis pas pressé, elle peut rester branchée tout le temps, et même s'il lui faut 24 heures pour faire une recharge complète quand elle part de zéro, je m'en fous, j'ai le temps, je m'adapte. Et très difficile de trouver une réponse. Donc je me suis dit je vais tester. Et donc j'ai installé une prise
une prise de 16 ampères qui est un peu la base, la prise standard aujourd'hui. J'ai installé une prise dédiée, séparée, parce que un ami électricien m'a dit que c'était la norme aujourd'hui, c'était une obligation. Il fallait mettre une prise séparée avec ses petits équipements, son différentiel, son disjoncteur, enfin peu importe, je passe les détails. Et donc c'est une prise standard, hein. C'est une prise standard comme vous en avez plein dans votre maison, avec 16 ampères de capacité. L'ampère c'est le débit, d'accord, c'est le débit, c'est comme à quel point vous ouvrez le robinet. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait, et ce qu'on voit c'est que ça marche très bien, voilà. Donc si vous n'avez pas l'intention de faire plus de, je sais pas, 150 km par jour, sauf de temps en temps, comme moi hier qui suis rentré, mais sinon, si en général vous faites peut-être des trajets de 50, 100, 150 km par jour, et puis qu'après vous branchez la voiture, qu'elle va charger la nuit, enfin, en tout cas au partir du moment où vous la branchez, et puis le lendemain, ben voilà, vous la reprenez. Une prise de courant standard, ça marche très bien, c'est ce que j'ai là, vous voyez. Donc là, elle est branchée sur une prise avec le chargeur fourni par Tesla, donc j'ai juste, ça m'a coûté 90 €, le prix du différentiel, le disjoncteur, un peu de câble et une prise standard. Alors elle ne charge pas à 16 ampères mais à 13 ampères. Il semblerait que ce soit parce que c'est une prise standard. Si j'avais acheté la prise qu'on appelle en France la Green Up, qui est faite par Legrand, qui coûte 70 € je crois, peut-être que je pourrais aller à 16 ampères, donc ça irait un peu plus vite. Mais bon, 13 ampères ça me va très bien. Et donc à 13 ampères, là elle est à grosso modo 40%. Et on voit que à 40%, il me reste 10 heures pour qu'elle soit chargée à 90. Ce qu'on voyait tout à l'heure était faux, vu que j'avais le chauffage allumé et le siège chauffant allumé. Là, j'ai coupé le chauffage. Et comme je vous disais, le chauffage, ça pompe pas mal de capacité quand vous êtes en charge. Donc là, je l'ai éteint et tout de suite, on voit que le temps restant a baissé. Donc voilà, la recharge, ça c'est tout à fait normal. C'est ce que j'ai déjà vu les jours précédents. Elle ajoute 20 km par heure. Donc 20 km par heure d'autonomie. Quand ajouter la voiture, donc si je la laisse brancher 5 heures, j'aurais gagné 100 km d'autonomie. Et ça, vu que c'est très très lent, cette vitesse de charge, ce débit, ne va pas changer. Contrairement à ce que je disais tout à l'heure, c'est déjà tellement faible que ça va rester tout à fait identique jusqu'à 90%, donc 20 km par heure. Ce qui donne que dans 10 heures, elle aura rajouté 200 km. Et donc elle aura 200 km plus les 165 ici d'autonomie restante, on est à 365. Vous voyez, c'est ce qu'elle affichera lorsqu'elle sera à 90%. Et donc pas 448 comme c'est affiché. Après, ce que vous pouvez, alors les 165 que vous indiquez ici, donc ça c'est un peu comme sur votre téléphone, hein. Vous avez votre téléphone, l'écran vous dit en haut à droite la batterie restante. Une Tesla c'est pareil, il vous dit ce qui vous reste comme autonomie. Sauf que par défaut il l'affiche en kilomètres, ce que je trouve est ridicule parce que ces chiffres-là ne veulent absolument rien dire. En général, il est nettement au-dessus de ce qui vous reste réellement comme autonomie. En tout cas sur l'autoroute. Je parle sur l'autoroute, j'ai principalement fait de l'autoroute. Vraiment, j'insiste là-dessus. Si vous faites de la ville, ce sera beaucoup plus réaliste. Mais si vous faites de l'autoroute, ce n'est pas réaliste. Et donc, je vais vous montrer pourquoi c'est pas réaliste. Et encore, là, ça, c'est l'affichage de la consommation moyenne 50 km. Vous voyez deux choses intéressantes. La moyenne de consommation du kilomètre en watts-heure, pour ceux à qui ça parle. 142, c'est pas un chiffre réaliste. Sur autoroute, vous allez être... j'ai testé 110 km/h, 130 km/h. À 130 km/h, vous allez être plutôt proche des 200. D'accord ? Les 200. Donc si on était à 200, à 110, vous allez être plutôt autour des 170 Wh. Ce qui est, je le dis, très très bien pour une voiture électrique, hein. Pour ceux qui connaissent un peu différents modèles, Tesla est une des voitures électriques les plus efficaces. Il consomme le moins, entre guillemets. Il consomme le moins d'électricité au kilomètre. C'est une voiture très bien faite de ce point de vue-là. Mais il n'empêche, plus vous roulez vite, plus vous allez consommer. Ça, c'est les lois de la physique qui veulent ça, les frottements de l'air, les frottements, le roulement. Donc ça, c'est pas réaliste. Ça, c'est pas un chiffre de consommation sur autoroute. Et l'autre chiffre, c'est la prévision basée sur votre consommation moyenne d'autonomie restante. Donc là, elle me dit qu'il me reste non pas 165, mais 148 sur la base d'une consommation moyenne qui est déjà très faible. Si on avait ici 170, ce chiffre-là serait plutôt proche des 110. Donc il vous afficherait ici 166. Qui est-ce que vous voyez quand vous conduisez, hein, quand vous voyez ça, vous ne le voyez pas. Vous voyez ça.
vous voyez 166, mais en fait, en fait non, il faut pas s'y fier. Donc ce que moi j'ai fait, c'est dans affichage, vous allez en bas, et là vous dites, non pas PCI, affichage de l'énergie, non pas de distance, mais énergie, là il me donne des pourcentages. 40%, je trouve ça beaucoup plus utile, pour un peu avoir une idée juste où on en est sur la batterie. Je vais m'arrêter ici, la vidéo est déjà plus longue que je ne penserais qu'elle serait. Si c'est utile, j'en ferai d'autres, j'aurai d'autres choses à raconter sur le confort de la voiture, sur le comportement, sur les côtés pratiques, le coffre, transporter une poussette, quelques bagages, 2 enfants, est-ce que c'est faisable, pas faisable. La finition, voilà, j'ai juste couvert un aspect. Je voudrais pas avoir l'impression de faire du Tesla bashing, c'est pour ça que j'ai appelé ce channel No Tesla bashing, c'est pas du tout mon objet. J'adore cette voiture, j'ai peut-être pas l'air, mais en fait j'adore cette voiture, pour d'autres raisons que la fiabilité de l'autonomie. Mais non, sinon je trouve que c'est une voiture qui a des côtés vraiment chouettes. Mais voilà, je l'adore parce que j'ai un côté geek, je l'adore parce que moi, la voiture qui accélère comme une balle, ça me fait marrer. Mais en soi, ça n'a aucun intérêt. Soyons clairs, ça n'a aucun intérêt. Si ça, c'est le futur de la voiture, bah voilà, c'est un futur. C'est comme de dire qu'avoir des écrans connectés dans toutes les pièces de la maison, c'est le futur de la maison. Enfin, c'est un futur possible. C'est pas forcément le futur nécessaire et ultime. Donc pour ma personnalité, j'aime cette voiture. Enfin, j'aime cette voiture. Ouais, je tombe moi-même dans le côté un peu fan. Il y a des trucs que j'apprécie dans cette voiture, mais je dis juste que c'est pas une voiture faite pour tous les usages, loin de là, et que remplacer une Renault Mégane Break essence, moteur essence récent, petite cylindrée, dépolluée, alors qu'on fait 10 000 km par an par une Tesla Model 3, franchement, faut réfléchir. Hein. Je pense pas que, tant financièrement que côté pratique, que même côté juste confort, vous allez gagner quoi que ce soit, vous allez y perdre sur tous ces tableaux-là. Après, vous allez gagner sur des choses plus immatérielles. Voilà, c'est sur l'impression d'espace, le côté épuré. Voilà, c'est pour la personne qui a acheté un iPhone dernière génération, qui a payé plein pot, en remplaçant un Android qui marchait très bien, et qui du coup a perdu la prise pour brancher ses écouteurs, du coup qui a racheté des écouteurs sans fil, et qui n'a pas pu installer une application qu'il aimait avant, mais bon, ça s'est pris à payer si on veut un iPhone. Tesla, c'est un peu ça. C'est peut-être un peu une analogie envisageable, réaliste. Merci pour votre d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des commentaires, on ne sait jamais, n'hésitez pas à les poster en bas, peut-être que je les lirai et que j'essaierai d'y répondre. Et puis sinon, à la prochaine pour peut-être une prochaine vidéo.